parole? Oui, je vais vous la donner. Donc c'est vous qui êtes le maître Oui, du oui. temps. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur la place des services de soins et d'accompagnement mutualiste dans l'économie régionale, manifestation qui ouvre ce 12e mois de l'économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va commencer par situer le cadre régional de l'économie sociale et solidaire tel qu'il se décline dans la politique de la région, et c'est Michèle Trégan qui est conseillère déléguée à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire, qui représente Michel Vauzel et qui va nous situer le cadre régional de l'application de cette politique. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir au nom de Michel Vauzel dans l'hémicycle, dans notre bel hémicycle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pas le lieu le plus convivial que l'on puisse imaginer, mais c'est un endroit solennel et qui est à la hauteur pour ouvrir ce 12e mois de l'économie sociale et solidaire. Les mois de l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est un petit peu comme la journée de la femme. Ça ne devrait pas y avoir un mois d'économie sociale et solidaire. Ça devrait être les 12 mois. Mais bon, il faut bien, tant qu'un sujet n'est pas totalement pris en compte par tous, faire des journées, des semaines ou des mois. Je suis très heureuse de vous accueillir tous aux côtés de Monsieur Michel Faure, cher Michel, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Géraldine Daniel qui représente l'État. Le préfet Cadeau devait être à nos côtés et ça montre tout l'intérêt que l'État porte à ce secteur de l'économie. Il a été empêché au dernier moment et moi je suis ravie que ce soit Géraldine Daniel qui soit là parce que nous nous rencontrons régulièrement sur le terrain sur ces sujets-là et sur d'autres d'ailleurs. Je salue aussi Gérard Bonnet, le président de la Chambre, le président du Conseil économique et social, pardon Gérard, et sa présence aussi témoigne de l'intérêt de la société civile pour l'économie sociale et solidaire. Et je suis aussi, bien évidemment, ravie d'accueillir les représentants de la Mutualité française, Jean-Paul Bognois, qui est le président régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le délégué général qui nous vient de Paris, Jean-Martin Cohen-Scolal, et Pascal Vion, qui est secrétaire général. Je salue toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, tous ceux qui sont de Marseille, du département et des autres départements. Je salue aussi tous les membres de la mutualité qui sont dans la salle aujourd'hui. Quelques mots pour vous rappeler, j'essaierai d'être brève quand même, parce que l'histoire de l'économie sociale et solidaire à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une longue histoire. Donc je vais essayer de faire court. Nous soutenons l'économie sociale et solidaire depuis 1998. Et ce soutien, au départ, était un peu marginal par rapport au soutien à l'économie tout court. Nous avons mis en place de nombreux dispositifs qui sont construits au fil de temps et qui avaient au départ pour ambition d'accompagner notamment l'émergence de projets, avec plus d'une dizaine de dispositifs, avec des aides directes, des aides indirectes, le soutien à l'émergence de projets du territoire, l'accompagnement des projets et des dispositifs de financement. Depuis ce dernier mandat, et dans le cadre de notre schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, l'économie sociale et solidaire fait partie intégrante de l'économie tout court. Et ça montre toute la reconnaissance que nous avons de ce secteur, qui est due à la fois à tout le travail qui a été fait par vous notamment, mais aussi sans doute
les conséquences de la crise qui a montré toutes les limites de l'économie financiarisée et qui nous a amené à prendre les valeurs portées par l'économie sociale et solidaire comme un modèle aussi que nous essayons de généraliser à toute économie au travers de la promotion d'une économie sociale, socialement responsable, qui est la seule économie qui nous permettra de respecter les hommes et les femmes qui travaillent. Donc, intégration de l'économie sociale et solidaire dans notre schéma régional de développement économique, mais dans ce contexte-là, avec aussi l'évolution au niveau national, et Géraldine Daniel parlera de la loi d'économie sociale et solidaire, nous avons dans ce contexte été amenés à revoir nos dispositifs de soutien à l'économie sociale et solidaire. À les revoir pour accompagner plus la consolidation et le développement des structures. Bien sûr, continuer à soutenir la création et l'émergence, mais se consacrer à la consolidation de ce secteur. Et cela nous amène aujourd'hui à nous focaliser sur des enjeux clés. La nécessité d'abord de clarifier les cibles et les impacts recherchés. Une structure qui ne crée pas d'emploi, il faut sûrement l'encourager, mais peut-être moins qu'une structure qui a du potentiel, qui innove et qui est ancrée sur son territoire. Deuxième enjeu, le besoin d'optimiser nos différents leviers. L'accompagnement, la formation, qui est la qualification des hommes et des femmes dans ce secteur est un enjeu majeur, et aussi le financement. Sans argent, on le sait bien, on ne peut pas faire grand-chose. Une stratégie aussi d'intervention concernant le développement territorial de l'économie sociale et solidaire. On a bien vu, et vous le savez mieux que personne, que quand une structure se crée sur un territoire, elle se développera d'autant mieux qu'elle répond à des besoins du territoire et qu'elle est en synergie avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des entreprises classiques, et qu'autour d'un projet, on peut développer de l'économie, de la richesse et des emplois au service des citoyens d'un territoire. Et enfin, il nous a paru indispensable de redéfinir notre stratégie d'accompagnement des dispositifs qui méritaient d'être là aussi plus professionnalisés et plus ciblés, avec le partenariat très fort, bien évidemment, de la CRES. Michel Faure parlera sans doute plus longuement de ce secteur et de la concertation entre la région, la CRES et les structures. Je voulais aussi saluer le thème que vous avez choisi pour ouvrir ce 12e mois, qui est la place des services de soins et d'accompagnement mutualistes. La mutualité est un secteur que nous connaissons bien et qui est un partenaire depuis longtemps, à la fois dans le secteur de l'ESS, mais aussi dans le secteur de la santé, au sein des pôles régionaux d'innovation et de développement d'économie sociale et solidaire, notamment au travers du PRIDES, service à la personne, dans laquelle la mutualité est fortement impliquée. La mutualité est aussi un partenaire, j'allais dire, incontournable dans les actions que nous avons menées au titre de nos politiques volontaristes dans le domaine de la santé. Et à ma connaissance, je crois qu'il y a 9 maisons de la santé qui ont été mises en place avec la mutualité. Donc, mutualité, acteur incontournable de l'économie sociale et solidaire, même si ce n'est pas les gros bataillons des effectifs, c'est sans doute parmi les plus anciens, ceux qui portent les valeurs les plus fortes et ceux qui ont énormément de perspectives de développement, parce que la santé, mais vous le direz, je pense, infiniment mieux que moi, la santé est un enjeu majeur pour notre société, et la non-marchandisation de la santé est un enjeu majeur. Vous me permettrez aussi petite intervention personnelle. La mutualité, pour moi, c'est lié à mon enfance, parce que mon père était chirurgien
au pavillon de la Mutualité à Bordeaux. Il y rentrait après la guerre, et pour moi, aller à la Mutualité, comme il disait, c'était son travail, et c'était son travail au service des malades. Et pour moi, les professionnels de la santé dont était mon père, c'était au service des malades. Et quand j'ai vu plus tard que certains se servaient et s'enrichissaient au travers de leur métier de la santé et notamment les cliniques, enfin, j'ai été effondrée de voir ce dévoiement de ce qui était pour moi la mission première d'un médecin. Donc voilà, je suis très émue de parler de mon père aujourd'hui. C'est la première fois que je le fais, mais je trouve que c'était un moment pour moi de le saluer et de me rattacher aussi à vos origines. 2 mots sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire et sur l'emploi que vous portez. Nous savons tous, et Michel va peut-être le redire, que les emplois d'économie sociale et solidaire sont des emplois qui sont plus ancrés dans les territoires, dont non délocalisables bien sûr, mais qui ont mieux résisté à la crise et qui se sont développés mieux que dans le secteur de l'économie dite classique. En même temps, et on le sait, c'est parfois des emplois précaires, des emplois qui mériteraient d'être mieux ancrés dans des carrières. C'est des besoins de formation. Et toute cette thématique-là, nous l'avons travaillé ensemble avec la CRES dans le cadre d'une étude que vous venez, je crois, de terminer et qui pose les problèmes du renouvellement générationnel. On sait que dans ce secteur, beaucoup de personnes dans les années à venir vont partir à la retraite et l'enjeu du renouvellement est un enjeu majeur. Et tu me diras, Michel, si je me trompe, et ce qu'on m'a dit des premiers résultats de cette étude, c'est que vos entreprises auraient du mal à recruter parce que les emplois ne sont pas assez visibles, mais je pense que la manifestation d'aujourd'hui devrait participer à une meilleure visibilité de ce secteur, que les perspectives de carrière ne sont pas non plus visibles avec cette vision d'absence d'évolution dans les organisations, qu'il n'y a pas assez d'attractivité, notamment sur le côté de la rémunération, en lien aussi avec les difficultés économiques de ces entreprises. Or, c'est malheureusement pas le seul secteur qui souffre, mais il souffre comme les autres. Et c'est vrai que la contraction des recettes à court et à moyen terme fait partie des contraintes du secteur. Et un autre point sur lequel on peut travailler ensemble, c'est la déconnexion entre les responsabilités données et la reconnaissance statutaire. Donc, à partir de ce constat, nous allons travailler ensemble pour mieux faire connaître ces emplois et travailler sur la formation et l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'économie sociale et solidaire. Pour terminer, vous dire, à la place du président Vozelle, je me dois de parler de la dimension méditerranéenne de cette économie. La coopération décentralisée est un sujet qui est cher au président Vozelle. Vous savez qu'il a rendu un rapport au président de la République, sur la Méditerranée. Et dans les propositions qu'il fait, il y a la construction d'un espace franco-maghrébien de l'économie sociale et solidaire. Je pense que nous pouvons tous y participer et que l'avenir aussi de la Méditerranée, des peuples de la Méditerranée, passera par un développement de cette économie au service de l'homme. J'en ai assez dit. Je pense que cette journée de travail va être fructueuse à la fois pour la mutualité, mais pas que bien au-delà, les valeurs que vous portez depuis si longtemps pourront être mises en valeur.
que ce secteur qui est aujourd'hui donc un secteur au cœur de l'économie de la région pourra se développer encore plus. Je voulais juste donner un signe de cette vitalité du secteur qui date d'hier soir. Le Méridien Mag remettait des prix et il y avait le prix d'économie sociale et solidaire qui a été remis par le président de l'Ordre des experts comptables, je crois. Ça montre toute la reconnaissance de ce secteur et qu'une entreprise de l'ESS soit lauréatée parmi les entreprises phares de la région. Il y avait M. Moninet qui a été lauréaté pour Eurocopter. Je pense que c'est montrer combien on a besoin de ce secteur, besoin qu'il se développe, besoin qu'il soit plus lisible. Et cette journée y participe largement. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci Michel. Alors vous savez que cette conférence est organisée à l'initiative de la mutualité régionale et je pense que Jean-Paul Benoît voulait peut-être dire un mot d'accueil. Oui, juste quelques mots. D'abord pour remercier nos hôtes en tout premier lieu de nous recevoir dans cet hémicycle prestigieux. Donc Madame Trégan, nous vous remercions et nous vous prions de vous faire le porte-parole, notre porte-parole, pour remercier M. Vozelle et l'ensemble de la région. Je dois dire qu'effectivement, vous avez rappelé quelques actions que nous menons en commun, mais véritablement, c'est une région avec laquelle nous travaillons bien sur une question majeure pour nos concitoyens, qui est l'accès à la santé. On sait tout ce que vous faites dans le domaine de la prévention. Nous sommes un des principaux acteurs de prévention de cette région et ça fait des années que nous travaillons ensemble. Nous avons travaillé ensemble sur le pass santé pour les jeunes. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, pour revenir plus précisément au sujet de ce matin, qui sont les services de soins et d'accompagnement mutualiste, vous avez reconnu plusieurs, 9 le disiez-vous, je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être ça, 9 maisons, mais c'est à peu près ça, maisons régionales de santé en collaboration avec le mouvement mutualiste. C'est très important pour nous, c'est très important parce que ça marque une reconnaissance de la part de la région du travail qui est fait par nos services de soins et d'accompagnement mutualiste. Et aussi, et ce n'est pas négligeable, la région ne fait pas que reconnaître symboliquement, elle a aussi un apport financier non négligeable. Je dois dire que c'est, à notre connaissance, l'une des régions, si ce n'est la région, qui fait le plus sur ces questions de santé. Donc merci de nous accueillir. Ce n'est pas la première fois que vous nous accueillez dans cet espace. J'espère que ça se reproduira encore souvent à l'avenir, mais en tout cas, ça montre, ce n'est pas que symbolique, c'est ce que je voulais dire, ça montre effectivement le travail que nous réalisions ensemble. Simplement un vœu, puisque vous l'avez un petit peu effleuré, nous émettons le vœu qu'avec la prochaine réforme territoriale, vous ne soyez pas contraints à réduire votre intervention dans ce domaine. Nous savons les problèmes économiques, des collectivités territoriales. Néanmoins, nous pensons qu'il est très important que nous continuions à travailler dans quelque part la crise sociétale. Nous vivons une crise économique, mais aussi une crise sociétale. Le tissu social est en train de connaître des déchirures et le domaine de la santé, avec l'explosion du renoncement aux soins auquel nous assistons, risque d'aggraver encore cette crise, véritable crise de société que nous vivons. Il est très important, nous quelque part, c'est notre raison d'être, la mutualité, que nous permettre l'accès aux soins, mais il est très important que nous ayons des collectivités territoriales et des interlocuteurs plus largement qui soient attentifs et surtout qui soient réellement impliqués dans la réponse à cette situation. Donc merci encore de votre accueil. Simplement dire, et j'en aurai terminé pour ne pas prendre trop de temps, que c'est un grand honneur pour la mutualité que d'avoir été retenu par la CRES, par la Chambre régionale d'économie sociale, par notre Chambre régionale. Et je remercie fort de sa présence aujourd'hui à cette initiative. C'est un grand honneur d'avoir été retenu pour ouvrir ce mois de l'économie sociale. C'est le 12e, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est la première fois, mais je ne suis pas sûr que c'est la mutualité qui est à la charge de l'initiative d'ouverture. C'est très important pour nous. C'est d'autant plus important que, je disais, ça nous permet de mettre l'accent sur cette question de la santé, puisque c'est quelque part notre métier, et de mettre l'accent plus particulièrement sur peut-être le secteur le plus mal connu de l'action mutualiste, que sont les services de soins
et d'accompagnement mutualiste. Donc je voulais vous remercier et remercier également M. Bonnet, le président du Conseil économique et social régional, de marquer l'intérêt pour ce mois de l'économie sociale et en général et pour la mutualité en particulier par sa présence. Merci beaucoup. C'est pour nous très important que votre participation à cette matinée. Je remercie également Madame David, représentante du préfet de région, dont la présence manifeste l'intérêt. Pardon, Madame Daniel. Oh, pardon, excusez-moi, Madame Daniel. Madame Daniel, représentante du préfet de région, dont la présence marque l'intérêt de la préfecture de région, et nous avons eu l'occasion de rencontrer Monsieur le préfet qui nous l'avait affirmé, mais aussi plus largement de l'État, aux questions d'économie sociale en général et de santé en particulier. Voilà ce que je voulais dire en introduction et en mot d'accueil pour cette matinée. Merci. Merci Jean-Paul. Alors pour avancer dans la connaissance de la place des services de soins et d'accompagnement mutualiste, on va partir du cadre général et petit à petit avancer dans la connaissance précise de ces services. C'est donc Géraldine Daniel qui va nous repréciser le cadre général, surtout par rapport à la nouvelle loi sur l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis aujourd'hui avec vous pour ouvrir ce mois de l'économie sociale et solidaire. Le préfet m'a demandé de le représenter et de l'excuser car à son grand regret, il ne peut pas être parmi nous. Mais il a tenu à ce que je vous fasse part de son attachement aux questions relatives au développement de l'économie et de l'emploi et plus particulièrement à son intérêt pour ce mode particulier d'entreprendre qu'est l'ESS. Alors cette année, le mois de l'ESS fait l'écho à une avancée très importante. Après 2 ans de travaux, la loi portant reconnaissance et développement de l'économie sociale a été adoptée définitivement le 31 juillet. Pourquoi une loi, me direz-vous? Une loi pour définir et reconnaître les spécificités du mode d'entreprendre différent, générateur de richesse économique, mais aussi une réponse aux besoins sociaux et environnementaux. L'existence d'une définition légale du champ de l'économie sociale et solidaire, commune à toutes les activités, caractérisée par un mode d'entreprendre qui ne se limite pas aux entreprises traditionnelles, statutaires, coopératives, mutuelles, associations, mais qui s'ouvre aux entreprises commerciales classiques pour les inclure dans ce champ dès lors qu'elles répondent aux conditions précisées par le texte, signifie un réel élargissement du champ de l'ESS. Vous l'aurez compris, l'appartenance historique et l'engagement du mouvement mutualiste en faveur de l'ESS sont pleinement reconnus par la loi. C'est aussi une loi pour organiser la gouvernance du secteur autour d'un dialogue entre les autorités publiques et les acteurs de l'ESS. Poursuivant la méthode qui a prévalu dans l'élaboration du texte de loi, le législateur a retenu l'idée d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire. Et le mouvement mutualiste, qui est représenté au sein de la CRES, pourra être force de proposition dans la définition de la stratégie régionale qui sera arrêtée en conférence régionale. Une loi pour permettre également le financement de l'innovation sociale et de ses acteurs. Alors, l'article 15 du texte de loi, pour la première fois, introduit une définition des modalités de l'innovation sociale et de son corollaire, l'expérimentation, qui sont l'un des axes principaux de la loi, notamment vis-à-vis des politiques territoriales et plus particulièrement sur l'orientation des pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, ou avec une référence aux monnaies locales complémentaires. Sur ce thème également de l'innovation, les groupements mutualistes pourront faire reconnaître leurs actions innovantes et donc, le cas échéant, accéder au financement particulier de l'innovation. Enfin, c'est une loi qui vient actualiser les textes existants et ouvrir l'ESS à de nouveaux acteurs. En obligeant à un regard nouveau sur l'ESS, la loi ne pouvait faire l'économie d'une mise à jour des textes fondateurs. Ce n'est pas qu'un toilettage de textes, la loi génère des droits nouveaux, notamment en ce qui concerne l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS. Dans d'autres cas, c'est un droit nouveau et une ouverture possible à l'ESS. C'est par exemple le cas
de l'information des salariés afin de leur permettre de proposer une reprise en cas de cession de leur entreprise. L'objet social des organismes mutualistes répond bien aux objectifs de soutien aux personnes en situation de fragilité et les organismes mutualistes devraient sans aucun souci satisfaire aux critères liés à la recherche d'utilité sociale. Donc ces 4 points, reconnaître, organiser, actualiser, innover, ne suffisent pas à résumer les 98 articles de la loi, mais je suis certaine que chacun d'entre vous aura pu repérer dans le texte les dispositions qui le concernent, notamment le titre 4 pour le monde mutualiste. Et je ne vais pas développer, bien évidemment, les différents alinéas de la loi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce texte de loi ambitionne de valoriser la capacité du secteur à concilier performance économique et cohésion sociale. L'ESS ne doit plus être une économie simplement de la réparation. C'est vraiment une politique prioritaire pour le gouvernement, si bien qu'on a rattaché l'ESS au ministère de l'économie et au ministère des Affaires sociales. L'ESS, en tant que facteur de développement économique et d'emploi, favorise la cohésion à la fois sociale et territoriale. Mais le travail de mise en œuvre de la loi n'en est qu'à ses débuts, puisque le gouvernement annonce une 30aine de textes réglementaires à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci Géraldine. Maintenant qu'on a un peu une idée du cadre national, on va se concentrer un petit peu sur le secteur dans la région. Et c'est Michel Faure, qui est le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui va nous préciser tout ça. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Si on me pose la question de savoir si l'ESS est un acteur économique régional incontournable, vous doutez bien qu'en tant que président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, je répondrai par l'affirmative. Mais répondre simplement par l'affirmative ne serait pas suffisant, donc je vais essayer d'argumenter cette affirmation. L'économie sociale et solidaire est présente, on pourrait dire, au fil des dernières années, s'est imposée dans le débat sur le développement économique dans notre région. Nous en citerons 3 marqueurs. Le premier, parce que de nombreuses collectivités territoriales ont désormais un élu et une politique dédiée en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de leur stratégie de développement économique territorial. Je pense tout particulièrement aux contrats locaux de développement de l'ESS en cours et en projet dans plusieurs territoires infrarégionaux, les pôles territoriaux de coopération économique, dont Géraldine Daniel vient de nous parler, lauréats de notre région, et les nombreuses initiatives en gestation qui proposent, sur la base de la coopération entre des parties prenantes publiques, privées et des représentants de la société civile, des projets de valorisation économique des ressources locales. Deuxième marqueur, Géraldine Daniel vient de nous la présenter, l'État vient de promulguer, ce 31 juillet dernier, une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire qui reconnaît nationalement la capacité et résilience de nos entreprises en faveur d'un développement économique et social des territoires. Enfin, nous bénéficions depuis 16 ans d'une continuité de politique publique de soutien au développement des formes d'entreprise de l'ESS dans le cadre de la stratégie régionale de développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je voulais en remercier Michel Trégan et les élus qui ont eu en charge précédemment ce secteur. Et pourtant, du fait de son hétérogénéité, l'économie sociale et solidaire reste encore mal comprise ou insuffisamment prise en compte. La 12e édition de notre mois de l'économie sociale et solidaire dans notre région participe de cet effort pédagogique de connaissance de notre secteur et des contributions à la bonne marche de notre économie et de notre société régionale. Mais nous avons souhaité aller encore plus loin dans cette démonstration. Pour cela, nous avons accepté la proposition de la famille mutualiste de mettre en avant leur longue histoire et les spécificités de leur métier à l'occasion de l'événement inaugural de cette 12e édition. Le point de consensus des acteurs associatifs, coopératifs, mutualistes et des entrepreneurs sociaux, que la loi est une loi inclusive
et à essayer de rassembler sous cette appellation d'entreprise de l'économie sociale et solidaire toutes les parties prenantes et effectivement pas seulement les entreprises qui précédemment avaient un statut soit associatif, soit coopératif, soit mutualiste. Je disais donc, le point de consensus des acteurs associatifs, coopératifs et mutualistes et des entrepreneurs sociaux de l'ESS est que l'économie sociale et solidaire produit des richesses multidimensionnelles en relation avec un territoire. L'ESS apporte une plus-value spécifique, elle est productrice d'une utilité sociale. Comprendre au travers de cette journée sa construction, c'est appréhender sa pratique dans l'ensemble de nos organisations. Être solidaire, c'est appréhender les ressources comme étant un bien collectif, ce qui implique que nul ne peut en avoir un usage exclusif et que nul ne peut en être exclu. Compte tenu de la rareté de ces ressources, il faut définir des règles dans leur accès, leur usage et la répartition des bénéfices qu'il est possible d'en tirer afin d'assurer pour tous leur mutualisation et leur reproduction. Cela est vrai de la santé, comme de l'éducation, la culture, la monnaie ou encore la finance. Au travers de l'exemple mutualiste, c'est donc bien de la pratique économique et politique de nos entreprises dont nous souhaitons témoigner ce matin. Économique, puisqu'il est question de production et de répartition. Politique, puisqu'il faut identifier les parties prenantes impliquées ou implicables, reconnaître des priorités légitimes, définir des règles de fonctionnement. Avant de vous permettre d'approfondir cette connaissance et de céder la parole à nos amis mutualistes, laissez-moi mettre au débat quelques réflexions sur cet enjeu de plus-value sociale. Le potentiel de développement de l'économie sociale et solidaire dépend donc de sa capacité à se montrer aussi efficace en termes de performance économique que le secteur privé lucratif, tout en se différenciant grâce à son utilité sociale particulière et à des modes de gouvernance qui doivent être exemplaires. Et ce, dans un contexte de fragilisation de notre système de redistribution et d'une recherche légitime d'opportunités des secteurs privés lucratifs qui se positionnent en concurrence directe face aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dès lors, quel point de repère pouvons-nous tracer pour appréhender la plus-value sociale des entreprises de l'économie sociale et solidaire? Je souhaite vous en proposer deux. Tout d'abord, approcher les spécificités de la figure entrepreneuriale de nos organisations dans notre région et mettre en avant ce qu'elles nous enseignent. Et ensuite, comprendre la pluralité des objectifs poursuivis par l'objet de nos entreprises. L'ESS occupe une place significative dans l'activité régionale et elle occupe une place très spécifique au sein de l'activité économique. Elle pèse ainsi d'un poids très important dans quelques secteurs, action sociale, santé, éducation, culture et loisirs, activités financières. Travailler dans ces secteurs ne dispense pas d'être un entrepreneur, c'est-à-dire d'optimiser en permanence les résultats obtenus par une somme d'argent dépensée. Maximiser l'utilité sociale de la structure tout en équilibrant les comptes est une exigence majeure quand on travaille avec de l'argent issu de nos sociétaires. La taille de nos entreprises témoigne de la réussite entrepreneuriale de notre modèle d'entreprise de personnes. Cette réussite nous enseigne trois choses. D'abord que notre société n'est pas seulement une collection d'individus isolés à la recherche de leur seul intérêt économique. Elle révèle que les citoyens sont prêts à s'organiser et s'engager pour résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés ou venir en aide à d'autres. Ensuite, l'économie peut être civilisée et démocratisée, ne serait-ce qu'en introduisant du pluralisme dans les formes d'organisation productive. Et enfin, l'ESS témoigne que l'entreprise privée capitaliste n'est pas la seule forme d'organisation apte à produire des biens et des services de manière efficace et que l'enrichissement personnel n'est pas le seul motif qui peut donner envie d'entreprendre. Mais sachons ne pas adopter une position trop angélique, des menaces importantes sont à prendre en compte. La première est la destinée d'une partie des activités de l'ESS, dites non marchandes, sur ce que nous pourrions définir comme un quasi-marché financé par de la subvention, qui est intrinsèquement lié à son rapport avec les évolutions de l'État social.
Une seconde difficulté tient au risque de banalisation de nos entreprises, quand leurs spécificités tendent à disparaître sous le double effet de leur spécialisation et de la concurrence. S'ajoute aujourd'hui le poids des normes comptables, financières et ou fiscales. Les organisations de l'économie sociale et solidaire obéissent à des modèles économiques très divers. Aux deux extrémités de leur polarité, nous avons d'un côté les entreprises de l'ESS inscrites totalement dans le marché, tout en portant des valeurs de solidarité et de coopération. Je pense par exemple aux sociétés coopératives ou encore aux assureurs mutualistes. Ces organisations de l'ESS agissent comme si elles mettaient du public dans le privé. De l'autre côté, des entreprises de l'ESS qui dépendent étroitement des financements publics en contrepartie de missions de services publics délégués. Prenons l'exemple des associations d'action sociale. À l'inverse des premières, elles agissent comme si elles mettaient du privé dans le public. Enfin, au centre, une multitude d'organisations qui produisent des biens et des services dont l'utilité sociale est reconnue par la puissance publique et qui bénéficient donc de ressources hybrides, privées, publiques. Quels que soient ces modèles économiques, l'une des plus-values sociales majeures de l'ESS est potentiellement liée à son mode de gouvernance, c'est-à-dire le respect du principe décisionnel, une personne, une voix. En la matière, l'exemplarité de la mutualité française, je pense à ses réalisations en termes de parité de ses instances de gouvernance, ses réalisations en matière de renouvellement générationnel ou encore ses efforts en matière de formation de son sociétariat. Donc l'exemplarité de la mutualité française doit nous éclairer sur cette nécessité de réfléchir en permanence au sein de nos organisations sur les modes de gouvernance en organisant des lieux où le débat et la contradiction peuvent s'affirmer. Cette mise en débat permanente est la seule manière de s'adapter aux évolutions du contexte de l'entreprise. Une autre plus-value est liée à la non-lucrativité, ou du moins à la lucrativité limitée. La mise en avant de ces deux caractéristiques rompt avec la dynamique du capitalisme financiarisé qui lie le pouvoir décisionnel au capital détenu. L'ESS contribue donc à nourrir le débat sur la nécessaire évolution des modes de gouvernance de toutes les entreprises, dans un contexte où les excès du capitalisme actionnarial conduisent à faire monter la demande d'une meilleure prise en compte des intérêts des différentes parties prenantes, comme l'illustrent les exigences en matière de RSE. Ces caractéristiques font de l'entreprise de l'ESS un objet hors du cadre de la théorie économique standard de la firme. Elle privilégie la coopération contre les contrats. Elle introduit dans le projet entrepreneurial des dimensions qualitatives telles que des objectifs de mieux-être, de coopération entre les individus ou les parties prenantes la recherche d'une utilité sociale. C'est la tenue de la pluralité de ces objectifs de partage, de solidarité et de nécessité d'une production efficace qui constitue le cœur de la spécificité de nos projets. Mais la destinée de nos formes d'entreprise est fragile. La promotion de la logique de l'entreprise de l'ESS peut se révéler destructeur si elle vient accompagner un retrait de l'État-providence. L'ESS, dans un contexte de crise comme aujourd'hui, peut apparaître comme un substitut aux politiques de solidarité, la reconnaissance des initiatives de la société civile masquant un retour à des formes de charité privée comme solution aux problèmes sociaux. Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire serait un moyen d'externaliser l'exécution des missions de service public afin d'en réduire les coûts. À ce titre, l'évolution à la baisse aujourd'hui des ressources des associations peut nous faire craindre un décalage entre la volonté de développement de l'économie sociale et solidaire affichée par les pouvoirs publics en cette période de loi cadre pour l'économie sociale et solidaire et les moyens véritablement mis en œuvre pour assurer son développement. L'accès à des financements en capital dédié, mis en œuvre aujourd'hui par exemple par la BPI, est une très bonne chose. Mais il ne peut en aucune manière compenser la baisse des subventions d'exploitation. C'est pourquoi les 3 témoignages mutualistes de cette matinée me semblent si importants. La présentation des services de soins et d'accompagnement mutualistes est la preuve du développement possible d'un écosystème favorable à l'ESS dans les territoires, notamment avec le soutien des collectivités territoriales. Enfin, pour clôturer, je voudrais affirmer que la prétention de l'ESS à servir une ambition de transformation sociale mérite d'être débattue.
Au-delà de son autre manière de faire de l'entreprise, l'ESS peut s'affirmer comme un mouvement social en faveur d'une société plus juste, d'une économie plus démocratique et soutenable. Mais pour cela, l'ESS a aujourd'hui besoin, au-delà des vocations de chacune de ses familles, de porter une vision commune de ce que pourrait être une autre société et de promouvoir une parole commune. Pour investir cette capacité transformatrice, les acteurs de l'ESS ont un espace commun de travail, c'est celui de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et un puissant levier qui est la mobilisation et l'expression de toutes leurs parties prenantes. Je vous remercie. Merci Michel. Je vais vous proposer maintenant, après chaque intervention, un petit échange avec les intervenants, à peu près d'un quart d'heure. Donc vous pouvez poser vos questions à Michel Faure. Je vais peut-être commencer par la première, comme ça vous permettra de préparer vos questions pendant ce temps-là. Michel, est-ce que vous pouvez nous repréciser par rapport aux spécificités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la répartition des différents secteurs justement de l'économie sociale et solidaire, puisque ce matin on s'intéresse aux services d'accompagnement mutualiste. Est-ce que c'est ce secteur-là qui est le plus important dans l'économie sociale et solidaire en région PACA par rapport au mouvement de jeunesse que vous avez évoqué, par exemple, ou aux centres sociaux? Je vais avoir un peu de mal à répondre, parce que tout dépendra du critère que l'on va choisir. Si on parle en termes d'emploi, non. Le secteur mutualiste n'est pas le premier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si on prend un critère de mutualisation d'impact auprès de ces sociétaires, oui, le secteur mutualiste est le plus important en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, il faut distinguer les deux, évidemment. C'est-à-dire que le poids économique en espèces sonnantes et trébuchantes n'est pas forcément le même qu'en nombre d'emplois, c'est clair. Complètement. Et en plus, il serait après difficile de le comparer à d'autres secteurs, comme le secteur bancaire. Encore une fois, je ne suis pas sûr que la comparaison soit aujourd'hui nécessaire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur a des composantes qui sont toutes importantes, parce que ces composantes n'ont pas le même rôle à jouer au sein de l'économie régionale. Certaines familles sont plus sur du lien social ou sur de l'action sociale, d'autres sont plus sur vraiment du développement économique, d'autres sont peut-être un peu entre les deux, comme la famille mutualiste. D'autres questions pour Michel ? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner parce qu'on n'est pas tout à fait en avance. Donc, nous allons maintenant continuer avec Jean-Martin Cohen-Solal. Il y a une étude qui a été réalisée au sein du mouvement mutualiste au niveau national et c'est lui qui va nous la retransmettre. Voilà. D'abord, je suis ravi de me retrouver parmi vous ce matin. Je pense qu'en plus, l'initiative est très intéressante de pouvoir, effectivement, au sein du Conseil régional, de mener ce type de débat. Et effectivement, comme Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, on est très reconnaissant au Conseil régional PACA d'accueillir la mutualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet dont on parle est important parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution importante du système de santé, une évolution importante du rôle des mutuelles, et on doit intégrer ça vraiment dans la réflexion sur l'économie sociale et solidaire. Alors, on a travaillé, donc la fédération, à la demande du président, avec les responsables mutualistes nationaux d'ailleurs qui m'entourent aujourd'hui, puisqu'il y a 2 vice-présidents de la mutualité française qui m'entourent ce matin et donc qui pourraient en parler comme moi. Le président a souhaité
après avoir échangé beaucoup avec les responsables mutualistes, que l'on puisse valoriser le rôle, la place et la valeur ajoutée des mutuelles dans leur rôle. On constate aujourd'hui qu'il est indispensable d'avoir une complémentaire santé pour accéder aux soins. Au sein des complémentaires santé, les mutuelles ont encore une part prépondérante, puisque je rappelle que les mutuelles représentent à peu près encore 55% des parts de marché de la complémentaire santé, donc couvrent à peu près 36-38 millions de personnes en France, là où les assureurs classiques ne font à peu près que 28% de parts de marché et les assurances de prévoyance 17%. On voit que tout ça est en train de bouger beaucoup en ce moment. D'une part, avec les nouveaux contrats qui arrivent, que ce soit lié à l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, l'ANI, que ce soit au contrat d'aide à la complémentaire santé, et que tout le paysage est bouleversé, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de séparation aussi claire qu'avant entre les gestions de prévoyance et les mutuelles. Et donc, il était important aujourd'hui pour nous de montrer que les mutuelles avaient un service rendu plus important que d'autres, avaient une valeur ajoutée, tout on vient de décrire, parce qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire. On a employé le mot service social rendu un peu par analogie aux médicaments. Vous savez, pour les médicaments, on parle de service médical rendu. Et on classe les médicaments en plusieurs types de services médicaux rendus, d'insuffisant à majeur, en cinq niveaux. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant aussi de dire, après tout, quand on fait la complémentaire santé, qui a un rôle social, il serait intéressant qu'on réfléchisse en service social rendu. On se rend compte qu'on en a besoin parce que la mutualité, comme le monde de l'économie sociale en général, a beaucoup proclamé des valeurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, quand on discute avec des gens, quand on étudie les opinions, il ne suffit pas de proclamer des valeurs, il faut les prouver, il faut les démontrer. Donc on se rend compte aussi, quand on regarde l'évolution, que les parts de marché, dont je parlais tout à l'heure de complémentaire santé, baissent aux dépens des mutuelles, puisque nos parts de marché baissent doucement, mais elles baissent de façon notable, au profit notamment des banques assureurs. On voit aussi qu'il y a une banalisation de l'image des mutuelles. Et on fait des études depuis très longtemps sur l'image des mutuelles. Et on se rend compte que là où on disait, que les Français disaient, on fait des études comparatives tous les ans et depuis longtemps, donc on peut étudier de façon barométrique ces études. Il y a quelques années, les gens faisaient une grande différence entre mutuelles et assurances, par exemple. On se rend compte que cette différence a diminué régulièrement. On voit aussi qu'il y a des attaques de plus en plus nombreuses contre les mutuelles qu'on ne voyait pas avant, notamment par exemple sur leurs frais de gestion, sur leurs réserves, etc. Donc on se rend compte que là où, je parle devant des anciens du monde mutualiste, que ce soit Émile ou André, où il y a quelques années on avait une valeur totalement reconnue des mutuelles, aujourd'hui il faut beaucoup plus le prouver. Et d'ailleurs, j'entendais ce que disait tout à l'heure Michel Faure, c'est vrai aussi que les mutuelles, je vais reprendre une expression qu'avait employée René Delade, je crois, en disant les mutuelles ne sont pas des entreprises comme les autres, mais ce sont aussi des entreprises. Et je crois que c'est important aussi, comme une entreprise, d'abord d'être bien gérée et aussi de montrer leur valeur ajoutée. Donc pour tout ça, et pour arrêter d'être sur la défensive, on voulait au contraire prendre l'offensive et proposer, démontrer la plus-value sociale des mutuelles et parler en ça aux adhérents, au public et aussi au pouvoir public et aux médias. Les mutuelles ont très sérieux atouts, même si leur image a bougé, il y a encore une part de confiance extrêmement importante. 80% des Français considèrent que les mutuelles agissent dans l'intérêt public. D'après une étude qu'on a fait, on voit que les mutuelles sont plus solidaires que les autres intervenants complémentaires santé. Il y a une étude de l'adresse de la direction des recherches du ministère des Affaires sociales qui montre qu'aujourd'hui, 75% des bénéficiaires d'un contrat individuel ou mutuel ont une tarification qui, après 60 ans, évolue proportionnellement à l'âge et parallèlement à l'âge. Alors qu'à contrario, 85% des contrats des assureurs ont une tarification pour après 60 ans qui augmente beaucoup plus vite que l'âge. Donc on voit qu'il y a un effort de solidarité dans les mutuelles et ce genre de choses, on ne le met pas suffisamment en avant, on ne proclame pas assez, tellement on est sûr de notre bonne image. Alors, si je veux revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Mme Daniel et M. Faure sur la loi économie sociale et solidaire qui vient d'être votée au Parlement, qui est une loi importante pour nous parce que ça a renforcé, ça a mis au niveau de la loi la légitimité de notre exercice. Dans cette loi,
il est dit dans l'article 2 qu'un certain nombre d'organismes sont considérés comme poursuivant une utilité sociale au sens de cette loi. Et les entreprises qui ont, premièrement, pour objectif d'apporter à travers leur activité un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Deuxième critère, si ces entreprises ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les